Bonjour, je m'appelle Émilie Kerbalek et je vais vous parler de mon roman Les Chants de Nuing qui est sorti donc au livre de poche. Alors, Les Chants de Nuing, c'est l'histoire d'un voyage colossal, immense, dans un vaisseau spatial qui va embarquer des centaines de gens pour quitter le système solaire et se diriger vers une planète qui s'appelle Nuing, où on a détecté des sons qui font penser qu'il y a de la vie intelligente là-bas. Avant Les Chants de Nuing, j'ai écrit un roman qui s'appelle Quitter les monts d'automne et c'est en travaillant sur ce roman que j'ai déterré de la documentation qui m'a beaucoup intéressée à ce moment-là. Donc dans Quitter les monts d'automne, en fait, il y a une référence à une œuvre de la littérature japonaise qui s'appelle Le Dit du Genji. Et j'écoutais un spécialiste français en fait, de cette œuvre notamment, qui expliquait que dans Le Dit du Genji, il y avait une référence occulte au bouddhisme. Et donc je me suis intéressée au bouddhisme tel qu'il s'exprime au Japon. Et ensuite, en remontant le fil, le chemin en fait, par lequel le bouddhisme est arrivé au Japon, donc je suis passée par la Corée, la Chine, et je suis allée jusqu'au Tibet. Et donc c'est une histoire qui raconte un petit peu ces influences culturelles. Dans un monde en fait où l'influence de la Chine est beaucoup plus culturelle de la Chine est beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui dans le monde entier en fait. Alors, Nuing, c'est le nom d'une princesse de la mythologie chinoise. Donc, c'est l'une des épouses du souverain Shun. Et Shun, c'est le nom de l'étoile autour de laquelle gravite la planète qui s'appelle Nuing. Alors, le personnage de Brume m'est venu petit à petit. Elle est franco-vietnamienne. Et donc, pour le construire et imaginer son passé, j'ai pas mal échangé avec un ami qui est vietnamien, enfin français, mais dont la famille vient du Vietnam. Et il m'a beaucoup parlé de sa famille, de l'histoire de sa famille, quand ils ont dû quitter le Vietnam, tout ça. Donc ça m'a donné de la matière et à réfléchir aussi, bien sûr, pour lui donner un peu consistance à Brume. Donc Brume, c'est une jeune femme qui a grandi en France et qui est ensuite partie faire des études d'océanographie aux États-Unis. Et elle est devenue bioacousticienne parce qu'elle était fascinée par le chant des baleines. Mais elle n'était pas destinée en fait à la base, ses parents, enfin son père, parce qu'elle a perdu sa mère quand elle était enfant, son père aurait rêvé, aurait voulu qu'elle devienne musicienne, parce que lui-même a pas réussi à réaliser ses ambitions. C'est un père qui l'a jamais vraiment soutenue ni comprise, donc elle a une relation très difficile avec ce père, et pour y échapper un petit peu, elle est partie loin. Donc l'histoire commence en fait quand elle a été recrutée pour cette mission d'exploration spatiale pour aller étudier justement ces chants qui font penser à des chants de baleines sur la planète Nuing. Donc elle quitte une station scientifique océanique qui se situe dans le gire océanique Indien et on la retrouve qui se rend à Paris pour aller faire ses adieux en fait à son père parce que c'est un voyage qui va durer 27 ans et il est possiblement sans retour. Elle sait que c'est peut-être la dernière fois qu'elle le voit. Donc elle a une relation difficile avec son père. Et en tant que scientifique, elle a une technologie qui permet grâce à des implants, de communiquer en fait avec avec ces grands cétacés, ces mammifères marins, de ressentir leurs émotions et d'essayer de comprendre en fait leur langage. Elle travaille sur la communication interespèces et elle a été recrutée pour travailler justement sur la communication avec ces potentielles espèces intelligentes extraterrestres. Alors la RNA, la réincarnation numériquement assistée, c'est effectivement une technologie qui consiste à transférer non pas sa conscience, parce que la conscience, on ne sait pas vraiment ce que c'est, même dans mon roman, même si c'est de la fiction, on ne sait pas exactement ce que c'est que la conscience, donc on ne sait pas la transférer. Par contre, on peut transférer sa mémoire dans une base de données qui s'appelle réceptacle. Et donc ce n'est pas juste des données comme de l'information brute en fait. La mémoire est transférée de manière dynamique sous forme de séquences un peu comme dans des films, avec toutes les sensations, etc., qu'on a dans nos souvenirs. On transfère ça dans le réceptacle et ensuite, à sa mort, cette mémoire dynamique est retransférée dans un clone. Donc c'est une technologie qui fait intervenir plusieurs technos un peu complexes. Et donc elle est encore au stade expérimental. Et c'est justement Jonathan Wayne, qui est un personnage important dans le roman, c'est un multimilliardaire un peu à la Elon Musk, sino-américain, qui finance l'expédition et c'est lui qui va être le premier à tester cette technologie. Et bien sûr, une technologie qui pourrait être très prometteuse pour les personnes, voilà, pour la recherche médicale, etc. Mais là, lui, en l'occurrence, en fait, il a une grande vision derrière, il a une sorte d'idéal dont il ne parle pas vraiment au début, mais qui va se révéler au fur et à mesure de l'histoire et qui va impacter fortement, évidemment, la manière dont va se dérouler le voyage.
Alors de plusieurs manières en fait. Il y a le personnage de Brume qui est une femme qui a énormément souffert d'avoir perdu sa mère quand elle était enfant et qui a donc sublimé en fait cette douleur en fait en s'intéressant en fait à la biologie marine et aux profondeurs sous-marines. Mais il y a aussi le personnage de Jonathan Way et son gourou en fait. Et donc là, je développe toute une science, une technologie imaginaire qui touche au thème de l'immortalité. Et donc dès lors qu'on parle d'immortalité, bien sûr, on parle de spiritualité. Et là, en l'occurrence, comme on est dans un univers plutôt d'influence asiatique, je me suis intéressée au bouddhisme. Et dans le bouddhisme, on a cette notion de réincarnation. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment le bouddhisme tibétain, où cette idée est très très présente en fait. Donc Jonathan Way, dans sa jeunesse, il a fait une rencontre qui a fait qu'il s'est intéressé à tout ça. Donc on a vraiment une fusion de la spiritualité et de la technologie qu'on observe à travers son histoire à lui. Alors, j'ai pas vraiment de message en fait, hein, en particulier, mais plutôt des questionnements. Voilà, c'est des questions qui m'ont traversée en écrivant ce roman et que je laisse ouvertes à tout un chacun de trouver sa réponse. Mais c'est vrai que c'est une histoire de voyage spatial, d'exploration spatiale pour aller chercher la vie en dehors du système solaire, en dehors de la Terre. Et je montre, j'imagine, des sociétés humaines, des communautés humaines qui vivent sur la Lune, qui vivent dans un immense vaisseau spatial. J'essaye de montrer les difficultés qu'elles vont rencontrer. Et je me suis vraiment posé la question en écrivant ce roman, est-ce que moi je serais capable de vivre loin de la Terre comme ça? Est-ce qu'on peut réellement imaginer qu'on puisse vivre loin de la Terre comme l'imaginent déjà certaines personnes aujourd'hui en fait? On sait très bien qu'on a des milliardaires qui s'imaginent voilà, aller sur Mars, etc. Est-ce que l'homme peut s'abstraire de son environnement et de l'écosystème qu'il a vu grandir et aller vivre sur une autre planète ou même sur la Lune avec une gravité différente, avec des conditions de vie tellement radicalement différentes? Est-ce qu'un jour ce sera possible? C'est le genre de question voilà, que je me suis posée.